Dans cette vidéo, on va faire quelques petites questions 9, 10, 11 du sujet Amérique du Nord 2023 sur un skateboarder et on va établir les équations horaires du mouvement, on va en déduire l'équation de la trajectoire et on va voir une fois qu'on a établi ça, comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça aux questions pratiques, s'il doit franchir un obstacle, combien de temps ça met, etc., etc. On va voir comment est-ce qu'on fait ensuite pour utiliser ces équations. Allez, c'est parti. Ok, alors on est là pour déterminer les équations horaires du mouvement pour ce sujet-là. Donc on a un skater et il décolle, il a une certaine vitesse initiale. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les équations horaires du mouvement? On applique la deuxième loi de Newton. Alors la deuxième loi de Newton, elle commence par somme des forces égale M1. Si vous voyez à un moment donné dans l'énoncé qu'il est marqué, il est mentionné chute libre, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule force qui agit, c'est le poids. Donc ici, je vais remplacer somme des forces extérieures par le poids. P, mais P c'est aussi égal à M fois G. Je suis en vecteur, je mets les flèches. Ok? Je simplifie, je trouve donc que finalement le vecteur accélération est égal au vecteur intensité de la pesanteur. Alors, exprimons maintenant ces vecteurs dans le repère OXZ. Le vecteur G, lui, il est toujours vertical vers le bas. On s'aperçoit qu'il est uniquement porté par l'axe Z. Rien suivant x. Donc ici, je mettrai gx égale 0. Et pour la coordonnée suivant z, je m'aperçois que les flèches sont dans le sens opposé. Donc il faudra que je mette bien un petit moins ici et le g. Voilà. En ce qui concerne le vecteur accélération, lui, je ne connais pas ses coordonnées, mais je peux les appeler ax et az. Et maintenant, puisque je sais que l'égalité vectorielle est vérifiée, il va juste falloir que par identification, je trouve mon système d'équations qui va être donc AX égale 0 et AZ égale moins G. J'ai défini ce qu'on appelle le vecteur accélération. Alors maintenant que j'ai le vecteur accélération, je vais m'intéresser au vecteur vitesse. Pourquoi le vecteur vitesse ? Vous avez dû voir dans votre cours qu'on a le vecteur position déjà. Si je dérive, je vais avoir la vitesse. Si je dérive encore, j'ai l'accélération. Et bien en fait, dans tout ce type d'exercice ici, quand on vous demande des équations horaires, on fait une marche arrière. C'est-à-dire que là, on descend les marches. Et là, il va falloir que vous montiez les marches. C'est-à-dire qu'on va intégrer. Donc ici, on monte une marche. On cherche d'abord le vecteur vitesse qui va nous permettre ensuite d'accéder au vecteur position, les positions pour les équations horaires. Alors on y va. Donc ici, je cherche le vecteur vitesse, sachant que je connais le vecteur accélération. Comment est-ce qu'on va faire pour définir les vecteurs Vx et Vz? Alors je commence. Ici, voilà ce que j'ai. J'ai Ax égale 0, je cherche Vx. La petite phrase magique que vous devez vous dire, c'est en fait quelque chose qui, quand je le dérive, donne. Et ça, c'est le leitmotiv de ce type d'exercice. Quelque chose qui, quand je le dérive, donne. Quelque chose qui, quand je le dérive, donne 0, c'est une constante. Donc, je l'appelle K, K1, on va dire. Ok ? Je continue. Maintenant, je passe à Vz. Maintenant, je passe à Vz. Vz, là, on a Az égale moins G. Moins G, vous savez la valeur de G, bon, vous n'avez pas à la savoir par cœur, par exemple, ça va être moins 9,8, mais si on arrondit à moins 10, là, c'est comme si j'avais moins 10. Quelque chose qui, quand je le dérive, donne moins 10 en maths. Quelque chose qui, quand je le dérive, donne moins 10. Ça sera moins 10x plus k. Mais je ne suis pas en maths, je suis en physique. La variable, c'est pas x, c'est t. Donc, ça sera moins 10t plus k. Dans mon exemple, c'est pas 10, c'est moins g. Donc, je écris moins g, t, plus la constante k2. Voilà. Pour déterminer les constantes k1 et k2, j'utilise ce qu'on appelle les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est qu'est-ce qui se passe à t égale 0 concernant la vitesse. Oui, je m'intéresse à la vitesse, je ne m'intéresse pas à la position pour le moment. Donc là, comment je définis les quantités k1 et k2 puisque je cherche à définir ici complètement le vecteur vitesse. Je regarde où est le vecteur vitesse à t égale 0. Il est là, il s'appelle Vd. Ok. Donc il va falloir que je trouve sa coordonnée suivant x. Donc là, on a Vdx et qui est là, puisque je fais une projection. Et sa coordonnée suivant y, qui est ici, projection Vdy.
enfin VDZ, puisqu'on l'a appelé Z. Ici, pour voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau du vecteur initial, je vais faire un petit rectangle, un petit triangle, pardon. Je vais faire un petit triangle ici pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Enfin, on va faire un petit zoom de ce qui se passe ici pour définir un petit peu complètement le vecteur initial VD. Le vecteur initial VD, eh bien, c'est un petit triangle rectangle, hop, comme ceci, dont VD est l'hypoténuse. Oui, votre rectangle. Donc VD, c'est l'hypoténuse. Ici, on a l'angle droit. Et là, on a l'angle bêta. Si je décompose ce vecteur, je peux le décomposer en deux composantes. La coordonnée suivant x, là, ça sera VDX. Et la coordonnée suivant Z, ça sera VDZ ici. Bien, bon, bah voilà, bah ça y est, c'est presque fini. Maintenant, il faut juste que je projette, que je dise qu'est-ce que vaut VD dans le repère OXZ. Eh bien, VD, je constate dans mon triangle rectangle qu'il s'agit du côté adjacent. Donc, le côté adjacent, SOHCAHTOA, adjacent, c'est le cosinus. VDX sera donc égal à cosinus bêta fois l'hypoténuse, c'est-à-dire VD. Donc, VD fois cosinus bêta. Je regarde en même temps le sens. Vous voyez, l'axe X, il est orienté comme ceci, dans le même sens que VDX. Donc, je garde un plus. Si jamais on avait eu quelque chose comme ça pour VDX, il aurait fallu que je mette un moins. D'accord? Donc, ça, il faut toujours faire attention aussi. Parfois, ça peut être un petit piège. Et puis, ici, pour VDZ, eh bien, cette fois-ci, ici, c'est opposé. Donc, opposé, c'est sinus. Donc, ici, voilà le sinus bêta. Qu'est-ce que je fais maintenant de ces valeurs-là? Je vais les utiliser dans l'équation qui me reste à définir. Je n'ai pas défini les constantes K et K2. Pour ça, je vais dire quoi? Je vais dire que les conditions initiales, c'était à t égale 0. Ça, c'est la position de mon skater à t égale 0. Donc, si c'est vrai à t égale 0, ça aussi, c'est vrai à quel que soit t, donc en particulier vrai à t égale 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, je vais recopier ça, en fait, et je vais remplacer t par 0. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Si jamais ici, il va me rester, là, ça va faire K1. Et si je remplace t par 0, ça va faire moins G fois 0 plus K2, c'est-à-dire K2. Ça s'en va. Et là, je peux identifier et trouver les deux constantes. K1 va valoir VD cosinus bêta, pardon. Et K2, il va valoir VD sinus bêta. Voilà comment on a défini les constantes K1 et K2 en utilisant ce qu'on appelle les conditions initiales. Bon, j'ai fait un petit peu de ménage pour qu'on puisse continuer. Alors, on a monté une marche, il nous reste la dernière marche, on y est presque. Donc cette fois-ci, maintenant, il me faut le vecteur position OM. Je ne suis pas fan de foot, hein. Là, on a X et là, on a Z. Comment est-ce qu'on va faire? On recommence, on ressort la petite phrase magique. Quelque chose, un truc qui, quand je le dérive, va me donner VD cos bêta. Alors ça doit sûrement vous troubler un peu parce que ce sont des lettres. Alors on n'aimait pas trop manipuler les lettres. Donc on va remplacer ça par un nombre. Et bien par exemple, on va dire quelque chose qui, quand je le dérive, donne 3. Imaginons que ce truc-là, ça vaut 3. Donc quelque chose qui, quand je le dérive en maths, donne 3. 3x plus quelque chose. 3x plus une constante. Sauf que là, moi, je ne suis pas en maths, je suis en physique. La variable, ça ne dépend pas de x, ça va dépendre du temps. Donc, je vais remplacer t. Et j'ai pas 3, mais j'ai VD cosinus bêta. Donc, du coup, je vais écrire VD cosinus bêta. Voilà pour la coordonnée suivant x. Bêta t plus la constante K3. Je fais la même chose maintenant, mais pour l'autre coordonnée. L'autre coordonnée, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a deux parties. On va déjà s'occuper du moins gt. Moins gt. Moins g, on est d'accord, on a dit, ça peut valoir, par exemple, g c'est 9,81, on va dire moins 10. Quelque chose qui, quand je le dérive en maths, je suis repartie en maths, hein, quelque chose, ça vous aide, quelque chose qui, quand je le dérive en maths, va me donner moins 10x. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va faire moins 10x carré sur 2 plus une constante. Sauf que je ne suis pas en maths, je suis en physique. Donc, la variable, c'est t, c'est pas x. Ici, je remplace aussi par t. Et j'ai dit que c'était pas 10, c'était une lettre. C'est la lettre G. Voilà. Donc, en fait,
Voilà comment ça se passe. Donc, moins G sur 2 t carré, je peux très bien écrire aussi moins 1 demi de gt au carré. Je me suis occupée de la première partie ici de cette coordonnée pour z. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième partie. Regardez la deuxième partie, VD sinus bêta. VD sinus bêta, c'est comme si c'était une constante. Je vais repartir encore, je vais dire, ah bah tiens, j'ai envie dans ma tête que VD sinus bêta, c'est, en fait pour moi c'est 3. Quelque chose qui, quand j'en le dérive en maths, donne 3, bah c'est 3x plus une constante. Ok? Sauf que je suis en physique. Ce n'est pas x, c'est t. Ce n'est pas 3, c'est VD sinus bêta. Et du coup, je vais écrire VD sinus bêta. Et là, je peux remplacer maintenant ici. J'oublie pas la constante. Donc, plus VD sinus bêta t plus K4. On est reparti. Comment fait-on pour déterminer les constantes? On l'a dit tout à l'heure. On l'a fait pour la vitesse. Là, maintenant, on va le faire pour la position. On utilise ce qu'on appelle les conditions initiales. Les conditions initiales, mais cette fois-ci, il faut que je les utilise sur la position. Condition initiale sur la position. Où est-ce que je suis à t égale 0? Regardez un peu. Hop, je suis au point. Je crois que ça s'appelait G. Vous regarderez sur votre énoncé G0. Je suis à ce point-là, ici. Donc là, je crois que c'est une altitude. Si je regarde, je crois que c'était Z0. Hop. Et le X0, ben, il est là, au niveau de l'origine. Donc ça valait 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on dit qu'à t égale 0, le vecteur position G0, hein, puisque là, je suis vraiment au vecteur position, qu'est-ce que ça vaut? Ben, X0, il vaut 0. Et Z0, il vaut... Bah, je crois que c'est une valeur qui est égale à 80 cm. Bon, on verra pour tout à l'heure. Là, pour le moment, ça ne nous intéresse pas trop. On sait que on connaît la valeur. Je fais exactement pareil que précédemment. C'est-à-dire que là, si c'est valable à t égale 0, c'est valable ici. C'est valable quel que soit t, en particulier vrai à t égale 0. Je remplace t par 0 ici. Et je dis que c'est égal à cette coordonnée-là. Donc, VD cosinus bêta... VD cosinus bêta fois 0, hop, ça va partir, plus K3. Et l'autre, on va avoir moins 1 demi de G fois 0 au carré, hop, ça part aussi, ça, plus VD sinus bêta fois 0 plus K4. Ça part aussi. Donc finalement, je viens de définir mes deux constantes K3 et K4. K3 est égal à 0, hop, ça simplifie. Et pour le K4, il me reste Z0. Ce Z0 qui vaut 80 cm. Voilà pour les équations horaires. On les a déterminées. Maintenant, on va pouvoir utiliser ça pour résoudre les questions d'après. Ça, c'est très mathématique. Sur les déterminations des équations horaires est faite. Maintenant, on va passer à la question Q10 qui vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Alors, c'est quoi la différence entre des équations horaires et l'équation de la trajectoire? Dans la trajectoire, eh ben, c'est comme en maths quand vous devez tracer une parabole, parce que là pour le coup ça va être une parabole, hein, effectivement, eh bien on ne veut pas de variable qui dépend du temps. On veut juste une fonction z en fonction de x. Donc il va falloir, ça c'est les équations horaires parce qu'elles font intervenir le temps, il va falloir qu'on se débarrasse des t là. Pour faire, en fait, on va débarrasser, puisque là, on va avoir cet inconnu. Qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer t dans cette première équation et on va le réinjecter dans la deuxième. Ça va se faire tout seul, tranquille. Regardez, ici, j'exprime t en fonction de x et vd cos bêta. Donc, j'ai x égale vd cos bêta fois t. Donc, t, je laisse ici, ok? Je me débarrasser de ça, hop, ça passe de l'autre côté. Le x, il n'a rien demandé à personne, il reste à sa place. Donc, ça va faire x sur VD cosinus bêta. Maintenant que j'ai exprimé le temps dans la première équation, je vais le réinjecter ici dans la deuxième équation. Donc, j'écris z égale moins 1 demi de g. T carré, je remplace donc par x, x, je vais mettre dans la parenthèse, divisé par VD cosinus bêta, le tout au carré, plus ici maintenant, je recopie VD sinus bêta fois x sur VD cosinus bêta, plus le Z0.
Pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans l'énoncé, il faut un petit peu distribuer. Donc le carré, je le distribue. Hop, hop, hop. J'enlève ici. Tac, tac. Et puis ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, ce sinus bêta, là, je peux très bien décaler un petit peu mon x. Et puis le mettre là, au niveau du numérateur. Hein. Et ici, puisque tout est multiplié, je m'aperçois qu'en fait, ça correspond à la tangente bêta. Donc je vais réécrire un petit peu, c'est juste une astuce d'écriture, hein, parce que ça change absolument rien. Donc ici, si j'écris exactement comme il l'avait proposé, je vais avoir le moins devant, le g on le laisse au numérateur, gx carré sur 2, vd carré, cosinus carré bêta, ok, et plus ici, il va me rester quoi? Il va me rester, les vd s'en vont, il va me rester donc tangente bêta x plus z0. Voilà, c'est exactement ce qui est marqué dans l'énoncé. Ensuite, il nous reste juste à remplacer par les valeurs. Donc les valeurs qui sont données, vous remplacez numériquement et vous allez trouver exactement l'équation mathématique qui va nous permettre de résoudre les prochaines questions. Typiquement, une fois qu'on a défini les équations horaires et l'équation de la trajectoire, il va falloir utiliser ces équations pour pouvoir répondre aux problèmes de manière concrète. Ici, qu'est-ce qu'on veut savoir? La question Q11, elle nous demande quelle est la valeur de x, lorsqu'on est à cette altitude, en fait, Z0. Donc, quelle est la valeur de x ici? Tac, où est-ce qu'on est quand on est à l'altitude Z0? Eh bien, je remplace z de x par 0, par z0. Donc z0, c'est 0,80 en fait. 0,80. Et quelle va être la valeur de x? Donc en fait, il faut tout simplement que je résolve une équation du second degré. Un binôme du, voilà, le 0,80, hop, il va s'en aller. Et puis ici, je vais avoir 0 égale, je vais mettre x en facteur, plus 1,22 pour que ce soit plus facile à résoudre. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Je me retrouve avec un produit de facteurs. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. Donc c'est soit x égale 0, logique, hein, ça veut dire que je suis à cette position-là, mais dans ce cas-là, le skater n'a pas bougé, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre ici, je vais résoudre cette équation. 0, moins 0,894x plus 1,22 égale 0. Je passe le moins de l'autre côté, ok, donc j'ai 1,22 égale 0,894x et j'en déduis que x égale 1,22 sur 0,894. J'ai pas mal, ah si, je l'ai, ma calculatrice. Donc, quand on fait ça sur la calculatrice, 1,22 divisé par 0,894, eh bien, on doit trouver une valeur de 1,36. Donc, x égale 1,36 mètres. Voilà. Avec la dernière question. La dernière question, c'est de savoir si ce skateboarder réussira à franchir l'obstacle. C'est-à-dire si son x va être plus grand que 1,70 mètres, puisque petit l va aller à 0,70 et grand l va aller 1 mètre. Alors, s'il franchit l'obstacle, ça veut dire qu'il a atteint cette position-là. Et regardez où on est, cette position-là, c'est une position dans laquelle z égale 0, parce qu'il est retombé sur le sol, il a ses deux pieds au sol. Donc z doit être égal à 0 ici. Donc ce que vous faites ici, il va falloir calculer le delta. Donc delta égale b carré moins 4ac, donc 1,2 au carré moins 4 fois moins 0,894 fois 0,80. On a le discriminant et après on cherche les racines de ce trinôme-là. Donc le discriminant b carré moins 4ac, ça va nous permettre de trouver les deux valeurs de x, les deux racines correspondantes. Donc b carré 1,22 carré moins 4 fois 894 fois 0,80. Donc ça nous fait un discriminant de 4,35. Donc pour avoir les deux racines x1 et x2, je prends moins 1,22 plus
racine de 4,35 sur 2 fois moins 0,894. Ok. Et puis l'autre racine, bah, je ne vais même pas m'embêter à la calculer parce que l'autre racine, il faut que je change ici par un moins. Ça veut dire que j'aurai moins, bah si, il faut que je le calcule quand même, je suis bête. Et x2 est égal à moins 1,22 moins racine carrée de 4,35 sur 2 fois moins 0,894. Alors, je fais ces deux calculs-là. Ça va me donner moins plus racine de... Ça en fait des maths, hein. C'est pas vraiment de la physique, ça. Moins 2 fois... Peut-être de la physique. Donc là, on obtient quelque chose de négatif, moins 0,48 mètres. Donc, il n'y a pas sauté en arrière, hein, donc ça, c'est faux. Et l'autre, ça va nous donner... Il suffit juste de remonter comme ça avec ta calculatrice. C'est pas la peine de refaire tout le calcul parce que sinon, tu vas te faire chier à rien. Hop, et là, on trouve une valeur égale à 1,85 mètres. 1,85 mètres, et bien, je suis plus grand que 1,70 mètres. Ça veut dire que je vais bien retomber bien après l'obstacle. Donc c'est bon. Il aura franchi l'obstacle et sans se ramasser la gamelle.